Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment calibrer un écran à l'aide d'une sonde et pour ceci je vais utiliser un écran qui est le BenQ SW271 que je vais vous présenter au passage. C'est parti! Alors histoire d'être vraiment clair avec vous, il s'agit donc d'une vidéo qui est en partenariat avec BenQ. Il y a quelques semaines j'ai été contacté par la marque qui m'a proposé en fait de m'offrir un écran et en échange de faire une vidéo pour parler de cet écran. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai eu tout à fait le droit de faire la vidéo que je voulais à propos de cet écran. Et donc c'est pour ça que plutôt que de vous faire une présentation de A à Z en faisant tout le tour du moniteur, comme ça a déjà été fait plusieurs fois ces derniers temps, je vais plutôt faire un tutoriel de calibration d'écran. Et donc forcément, je vais commencer par vous présenter les spécifications, mais aussi vous montrer pourquoi ce genre d'écran-là est intéressant dans le cadre de la calibration, et donc plus précisément pour un travail photographique. Si jamais vous voulez vraiment voir tous les détails de A à Z au niveau de l'écran, donc je vais quand même vous parler des spécifications et de voir quelles sont ses caractéristiques, mais si vous voulez vraiment le voir retourner sur toutes ses coutures, je vous mets dans la description de la vidéo des liens vers différentes vidéos qui ont été faites par d'autres youtubeurs. Donc il y a Sylvain de Mon Petit Réflexe, il y a Florian de Full Frame, il y a également Pierre des éleveurs de Pixel. Tous ceux-là ont déjà fait des vidéos bien détaillées sur le moniteur, donc je vais pas faire exactement la même chose qu'eux, je vais surtout m'attarder sur la partie calibration. Mais donc pour commencer cette vidéo, je vais quand même vous présenter l'écran en question. Le moniteur que vous voyez derrière moi est donc un moniteur de la marque BenQ, le modèle SW271 ou 271 si vous préférez. Ce modèle en fait est un modèle destiné aux professionnels de la photographie principalement. Alors quelles sont ses caractéristiques principales? Il s'agit d'un écran donc de 27 pouces à dalle IPS. Alors les dalles IPS ont l'avantage d'avoir un très bon rendu des couleurs et surtout être très fiable quand il s'agit de le regarder sous différents angles. L'écran ici est donné quand même pour avoir un angle de vision de 178 degrés et donc d'avoir un bon rendu des couleurs. C'est très pratique quand vous êtes à plusieurs à regarder un même écran ou quand vous-même vous le regardez de côté. Alors côté définition, il s'agit d'un écran 4K UHD, donc il affiche du 3840 par 2160 et ça avec une densité de pixels de 160 pixels par pouce. Côté colorimétrie, c'est là qu'on attend bien sûr d'avoir le meilleur rendu. Il s'agit d'un écran qui est capable d'afficher aussi bien du sRGB que de l'Adobe RVB ou encore d'autres profils colorimétriques. Alors si les profils colorimétriques ne vous disent rien, dites-vous simplement que ces profils colorimétriques, donc le sRGB par exemple ou sRVB et l'Adobe RGB ou Adobe RVB sont des ensembles de couleurs que l'écran est capable de représenter. Dans le graphique qui est là, vous avez deux triangles. Chacun de ces triangles représente la capacité de chacun des espaces colorimétriques d'afficher sa couleur. Et vous voyez que le profil Adobe RVB est beaucoup plus large que le sRGB. Ça veut dire qu'il est capable d'afficher des couleurs beaucoup plus vives et beaucoup plus saturées. Ce qui est un énorme avantage quand on retouche des photos ou même en vidéo. Ça veut dire qu'on est capable de voir beaucoup plus de nuances dans les couleurs et également de mieux travailler sa photo de manière à vraiment pouvoir aller jusqu'aux limites de la retouche, de manière à profiter de plus de détails possibles dans les couleurs. Toujours côté colorimétrie, cet écran se caractérise par le fait qu'il restitue des couleurs de manière très fidèle. Pour ça, il y a une mesure qui est faite au niveau de la restitution des couleurs qui s'appelle le delta E. Ce delta E représente en fait l'écart entre ce que l'écran est censé afficher et ce qu'il affiche réellement. Et une valeur de delta E inférieure à 2 est généralement considéré comme un écran exceptionnel. Justement, cet écran fait partie de cette catégorie-là, ça veut dire qu'en moyenne, l'écran n'a jamais un delta E supérieur à 2. Encore et toujours côté colorimétrique, ce qui est intéressant, c'est notamment cette gamme de moniteurs-là intègre un système de calibration ardeur. Ça veut dire que plutôt que de gérer la calibration au niveau de la carte graphique de votre ordinateur, il est tout à fait possible de demander en fait au moniteur de s'en charger lui-même. C'est-à-dire moyennant le logiciel qui est fourni par BenQ, on peut en fait programmer le moniteur pour qu'il corrige lui-même les couleurs à afficher, et donc ça veut dire que vous êtes à ce moment-là indépendant du matériel sur lequel vous le branchez. J'en reparlerai après au niveau du tutoriel puisque c'est le sujet principal de la vidéo. Sinon, dans les autres fonctionnalités, ce moniteur offre également un support du rendu HDR. Pour les caractéristiques un petit peu plus physiques, on a notamment la partie connectique. Côté image, vous avez deux ports HDMI et un port DisplayPort qui sont disponibles. Vous avez également sinon une connectique USB qui va vous permettre notamment de mettre le plug, qui est en fait une espèce de petite commande qui va vous permettre de switcher notamment entre les différents modes d'affichage. Cette manette ici permet aussi en fait d'accéder aux différents menus. Vous avez bien sûr tous les boutons qui sont présents là pour les gérer, mais moyennant la petite manette que vous avez ici, vous avez accès à ce moment-là à tous les menus de manière très rapide. Et ça, forcément, c'est un gain de temps. Cette petite manette se connecte à l'arrière de l'écran moyennant un port USB qui est dédié. Sinon, à l'arrière de l'écran, vous avez également un port USB 3 qui vous permet de le raccorder bien sûr sur votre ordinateur.
de manière à pouvoir utiliser les ports USB et le lecteur de carte SD qui sont intégrés et qui sont disponibles sur le côté de l'écran. Alors ce qui est très bien aussi, c'est que l'écran est totalement réglable en hauteur, c'est-à-dire que vous pouvez simplement le faire coulisser. Vous voyez que c'est très facile, je le fais simplement d'une main. Cet écran est également pivotable simplement sur, je vais dire, à peu près 90 degrés au niveau de la rotation. Vous pouvez également l'incliner et vous pouvez également le mettre en format portrait. C'est-à-dire que vous pouvez le tourner totalement verticalement. Alors je ne l'ai pas monté dessus, mais l'écran est également fourni avec en fait des capes de protection contre la lumière, c'est-à-dire un encadrement qui vient se fixer dessus qui permet d'éviter que la lumière arrive directement sur la dalle. Voilà donc pour la présentation rapide de ce moniteur. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus, je vous mets des liens dans la description pour des vidéos bien plus détaillées au niveau de la présentation. On va maintenant passer à la calibration du moniteur et pour ça je vais vous montrer deux manières de faire. La première qui sera donc la calibration hardware du moniteur directement avec le logiciel fourni par BenQ et qui donc supporte les écrans BenQ qui sont équipés de cette technologie. Mais je vous montrerai également aussi comment ça fonctionne pour un écran qui n'est donc pas calibrable de manière hardware et par lequel vous devez donc utiliser le logiciel fourni avec une sonde. Alors, pourquoi est-ce intéressant de calibrer un écran? Simplement, dites-vous que quand votre ordinateur décide qu'il y a du rouge, par exemple, quand vous avez un rouge parfait, prenons par exemple en RGB, du rouge parfait, c'est 255 au niveau du rouge, 0 au niveau du bleu et 0 au niveau du vert. Votre ordinateur envoie ça moyennant la carte graphique vers votre écran. Normalement, c'est-à-dire que sur cette partie-là, tout le monde reçoit la même chose. N'importe quel écran que vous branchez recevra exactement les mêmes données. Par contre, la manière dont ces données vont être restituées va varier d'une dalle à l'autre. Et même deux modèles identiques n'auront jamais exactement le même rendu. La seule manière de faire en sorte que votre écran affiche à coup sûr les bonnes couleurs, c'est de le calibrer. Alors le principe de calibrer un écran est assez simple. Il suffit en fait de lui faire afficher des couleurs dans un pattern bien particulier. Donc par exemple, typiquement, les logiciels vont faire afficher différentes nuances du blanc vers le noir, donc avec tous les gris entre les deux, et également des couleurs saturées, du rouge, du vert, du bleu, du magenta, des zones un petit peu moins saturées, etc. De manière en fait à pouvoir mesurer chacune de ces tonalités que l'écran affiche, et donc de les comparer à ce que la cellule et le logiciel ont comme référence. Ça veut dire que la cellule que vous employez pour calibrer, comme par exemple ici, vous avez une Datacolor Spider 5, ici c'est une X-Rite i1, ces deux types de sondes sont des équipements qui sont très importants là-dedans. Ces sondes ne sont pas bon marché, mais il faut vous dire que ce sont elles qui sont garantes de la bonne mesure des couleurs qui sont rendues par votre écran. Donc le principe de base, vous avez un logiciel qui va donc faire afficher des couleurs au niveau de votre écran. Vous avez la sonde qui sera à ce moment-là placée au niveau de l'écran. Elle va lire ces informations. Tout ça va passer dans le logiciel qui va gérer la sonde. Et ce logiciel va comparer les différences entre ce qui est affiché et ce qui aurait dû être affiché. Et va générer à ce moment-là un profil colorimétrique de correction, de manière à aller faire en sorte que les couleurs qui étaient trop riches le soient un petit peu moins, etc. Ces paramètres vont ensuite être passés soit à la carte graphique, soit au moniteur, de manière à corriger l'affichage et donc à biaiser l'affichage de manière à rendre les couleurs réalistes. C'est d'autant plus important si vous travaillez avec plusieurs écrans. Si vous avez plusieurs écrans, le fait que tous les écrans donnent exactement le même rendu est important parce que sinon, quand vous passez une image d'un écran à l'autre, vous n'aurez pas le même résultat. Alors si vous faites de la photo de manière occasionnelle, c'est pas forcément nécessaire de calibrer votre écran. Généralement, la plupart des écrans un petit peu corrects à l'heure actuelle, surtout si vous avez une dalle IPS, vous n'aurez surtout besoin de diminuer la luminosité. Sachez que la majeure partie des écrans à l'heure actuelle, quand vous les sortez d'usine, sauf peut-être des cas comme celui-ci qui sont déjà étalonnés, vont donner une luminosité beaucoup trop importante, ce qui va vous donner l'impression que vos photos sont hyper lumineuses et hyper saturées, alors qu'en fait elles ne le sont pas du tout. Et donc simplement en réduisant la luminosité, vous pouvez déjà avoir une grosse amélioration. Moi je vous conseillerais pour un écran classique, genre peu importe l'écran en fait, c'est simplement déjà de ne pas dépasser 50% de luminosité au niveau du réglage de votre moniteur. Sinon pour les couleurs, généralement un écran qui est un petit peu correct va donner des couleurs plus ou moins correctes. Elles seront pas parfaites, mais tant que vous n'avez pas besoin de vraiment aller chercher le petit détail au niveau des couleurs, c'est pas trop grave. Déjà si vous réglez correctement la luminosité de votre écran, vous devriez avoir quand même déjà un rendu nettement plus correct. Maintenant, si vous êtes un passionné de photos, que vous développez des photos tous les jours, vous commencez à faire des tirages, vous voulez faire en sorte que vos photos soient les plus qualitatives possibles, là ça devient intéressant d'investir dans un moniteur de qualité, mais surtout dans une sonde de calibration.
Donc les deux sondes que j'ai ici, ce sont les deux plus grandes qu'il y a sur le marché. Vous avez la Datacolor Spider 5 et la X-Rite i1. Je pourrais pas vous dire laquelle est la meilleure. A priori, celle-ci c'est la mienne, celle-ci c'est une que j'ai empruntée. Quand j'ai fait les mesures sur l'écran, je suis tombé sur les mêmes résultats avec les deux. Donc ça veut dire que comme elles sont calibrées en elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles respectent des normes de mesure, etc., a priori, elles font leur boulot correctement l'une ou l'autre. Ce qui va fort changer de l'une à l'autre, ça va surtout être le logiciel qui est fourni avec pour la piloter. Donc quand vous voulez démarrer une calibration d'écran, il y a quand même quelques précautions à prendre. La première, c'est de ne pas avoir plusieurs logiciels de calibration qui tournent en même temps. Donc moi je vous conseille, si vous changez de marque ou si vous passez d'une calibration logicielle à hardware, de désinstaller l'ancien logiciel et d'installer uniquement celui que vous utilisez. Et également au niveau de la configuration de votre écran, c'est d'aller dans les paramètres du système d'exploitation, simplement aller enlever le profil colorimétrique qui était appliqué dessus pour le corriger. Sinon, vous induisez déjà un biais dans la mesure des luminosités et des couleurs qui sont rendues par l'écran. Sinon, une fois que vous voulez vraiment passer à la calibration, il y a quand même quelques règles à respecter. La première, c'est que votre écran, ne le calibrez pas dès que vous l'allumez. Commencez par l'utiliser pendant 20 minutes, une demi-heure, quelque chose comme ça, de manière à ce que la dalle ait son comportement normal. Je vous dis ça parce que j'ai fait l'erreur quand j'ai reçu le moniteur, je l'ai sorti de la boîte, je l'ai allumé, j'ai mis la sonde dessus, je l'ai calibré, et chaque calibration était foireuse. J'ai chaque fois eu un échec de calibration qui était reporté par le logiciel de BenQ lui-même. J'ai viré les logiciels qui servaient à rien, j'ai attendu que mon moniteur soit chaud, et puis c'est passé comme une lettre à la poste, la calibration était bonne. Une fois que vous êtes assuré que les anciens logiciels éventuels ont été désinstallés, que vous avez installé le logiciel, soit BenQ dans ce cas-là, soit celui fourni à votre sonde si c'est un autre écran, il vous reste plus qu'à attendre que votre écran soit chaud, et une fois que c'est le cas, de brancher votre sonde. On va commencer par parler de la calibration matérielle de cet écran, le SW271, et ensuite on verra pour la calibration d'un autre écran. Donc quand vous calibrez un écran de manière hardware, votre sonde, vous la connectez directement sur l'écran. Donc ici, la sonde, la Spider 5, je la connecte à ce moment-là directement sur le port USB de l'écran. Et ensuite, je vais lancer le logiciel de calibration qui s'appelle Palette Master Element. L'utilisation de ce logiciel est ultra simple. En fait, c'est du step by step. Au départ, vous avez déjà le choix entre un mode basique ou avancé. Honnêtement, je vous conseille de passer par le mode basique, à moins que vous ayez des besoins particuliers. Et si vous avez des besoins particuliers, je suppose que ce tuto ne vous sert à rien. Donc à ce moment-là, si vous n'avez jamais calibré un écran, passez plutôt par le mode basique. Chez BenQ, il vous propose pour ces écrans-là plusieurs modes, notamment le mode photographe, vous avez le mode graphique et vous avez le mode vidéo, qui vont en fait changer les paramètres de référence. Si vous prenez le mode photographe, il va se baser sur un profil Adobe RGB. Si vous prenez le profil plutôt orienté web design, vous allez avoir un profil sRGB. Je vous en reparle après parce que c'est quand même intéressant de le savoir. Donc là, vous choisissez le profil. Si vous faites de la photo, forcément, prenez le profil photographe. Vous pouvez à ce moment-là choisir notamment le niveau de luminosité. Normalement, vous avez une case qui par défaut vous indique une luminosité de 160. Ce 160 en fait représente en candela par mètre carré, si je ne me trompe pas, la luminosité que votre écran va projeter en fait quand il est à pleine puissance. Pour ma part, le 160 par défaut, je le trouve trop brillant. J'ai réduit à 140. Et donc comme ça correspond bien à mon environnement. Donc dans la liste déroulante, j'ai mis 140 et le reste des paramètres, je les ai laissés tels quels. Ensuite, il suffit de cliquer sur suivant et à ce moment-là, vous suivez les instructions. L'étape suivante, ça va être à ce moment-là de le positionner sur l'écran. Et de nouveau, le logiciel vous indique où le poser. Alors là, il y a quand même 2-3 petites astuces. Toutes les sondes sont fournies avec un système de contrepoids. Donc ici, par exemple, vous avez cette partie-ci qui coulisse sur le fil. Vous avez la même chose pour la X-Rite, vous avez un petit contrepoids. La raison à ça, c'est qu'il faut que votre sonde soit stable pendant que vous l'utilisez. Vous voyez ici, j'ai simplement ici un contrepoids que je peux glisser sur le fil. Donc vous devez le positionner de manière à ce que la sonde vienne se mettre proprement sur l'écran et ne bouge pas. Si vous avez du mal à positionner la sonde et qu'elle a tendance à ballotter ou à ne pas se mettre à plat, une petite astuce consiste simplement à légèrement incliner votre écran vers l'arrière, comme ça la dalle sera oblique et la sonde va venir se poser de manière plus facile, simplement parce qu'on va profiter de la gravité pour qu'elle vienne se coller dessus. Assurez-vous que vous n'avez aucune application qui tourne en arrière-plan, que vous n'avez pas quelque chose qui risque de faire apparaître un pop-up, une fenêtre, quelque chose comme ça, parce que la zone dans laquelle votre cellule va être mise va devoir lire les informations qui sont projetées par l'application de BenQ dans ce cas-là.
Si jamais il y a quelque chose qui vient court-circuiter, votre lecture sera totalement faussée et votre calibration sera à recommencer. Une fois que votre sonde est en place, vous cliquez sur suivant et là la mesure commence. Et là vous allez voir différents affichages, notamment le logiciel va commencer par faire varier la luminosité de votre écran, va en mesurer le résultat, va comme ça pouvoir déterminer le point qui correspond à la luminosité que vous aviez déterminée dans le logiciel. Et ensuite il va afficher différentes palettes de couleurs, il va comparer avec ce qu'il est censé obtenir et quand tout ça est terminé, à ce moment-là ça prend entre 7 et 10 minutes d'après mon expérience sur ce moniteur là. Une fois qu'il a terminé, il va à ce moment-là vous afficher un rapport. Et l'écran implique d'ailleurs automatiquement le réglage de calibration qu'il vient de créer. Il vous reste encore une étape à faire à ce moment-là avec la calibration BenQ, c'est de le valider. Vous allez ensuite demander à la sonde de relire un échantillon de couleurs et de vérifier si le résultat obtenu est bien conforme à ce qui est attendu. Donc de voir si la calibration effectuée par le logiciel et donc fournie à l'écran va à ce moment-là donner le bon résultat. Donc pour ça, à ce moment-là, vous cliquez sur valider simplement la calibration, vous repositionnez la sonde au même endroit, vous lancez à ce moment-là l'exécution en cliquant sur suivant et vous avez à ce moment-là, au bout de quelques minutes, ça c'est assez rapide, je crois que ça prend 1 ou 2 minutes grand max, vous avez à ce moment-là un rapport qui est affiché, soit avec un échec, soit avec une réussite, et vous avez à ce moment-là toutes les valeurs qui sont indiquées. Et vous avez entre autres notamment les delta E qui sont affichés, le delta E moyen et le delta E maximum qui a été mesuré. Alors je vous disais que au démarrage on pouvait choisir le profil à utiliser, par exemple photographe qui allait travailler sur de l'Adobe RGB ou web design par exemple qui allait plutôt être sur du sRGB. Pour ma part, j'ai fait une calibration pour chacun de ces profils. Sur l'écran ici, vous pouvez avoir 3 paramètres personnalisés que vous allez d'ailleurs pouvoir associer à la petite manette ici de manière à pouvoir choisir. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Simplement parce que dans le fonctionnement des logiciels, la majeure partie des logiciels actuels ne prennent pas en charge correctement le rendu des photos ou des images Adobe RGB. Du coup, quand je suis dans Lightroom, quand je suis dans Photoshop ou Capture One ou dans un logiciel qui est capable de correctement gérer les profils colorimétriques, mon écran, je le mets en Adobe RGB. Mais, par contre, dès que je sors de là, quand je passe dans la visionneuse de Windows, quand je passe dans le navigateur web, automatiquement, je reviens grâce à la petite télécommande ici à un profil sRGB, parce que ça, au moins, je suis sûr que toutes les applications sont capables de le gérer correctement. Donc, c'est intéressant de pouvoir, à ce moment-là, refaire une calibration et de l'enregistrer sur un autre paramètre, de manière à ensuite pouvoir rappeler les deux. Donc, mon écran ici, il n'est pas calibré qu'une fois, il est calibré une fois en Adobe RGB et une fois en sRGB. Voyons maintenant comment ça se passe quand vous n'avez pas un écran qui est calibrable en hardware. Pour ça, on va voir ce qui se passe et pour ça j'ai utilisé mon MacBook pour faire le test. Et donc le principe est assez similaire. Vous attendez que votre moniteur est suffisamment chaud, donc vous l'utilisez pendant 15, 20, 30 minutes, quelque chose comme ça. Vous vous assurez qu'il n'y ait pas d'autres logiciels de profil colorimétrique qui tournent actuellement. Et à ce moment-là, vous branchez votre sonde simplement sur votre ordinateur et vous lancez le logiciel. Donc moi ici, c'est l'exemple avec le logiciel de Spider ici qui est fourni avec. Vous avez un système qui est assez similaire. Forcément pour le MacBook, j'ai laissé un mode sRGB parce qu'il n'est pas capable d'afficher de l'Adobe RGB. Ensuite, vous lancez le logiciel de calibration, vous suivez les instructions qui sont données, je vais pas les détailler toutes en long et en large, ces logiciels sont suffisamment bien faits pour qu'il n'y ait qu'à suivre les instructions. Une fois que vous avez lancé, vous aurez exactement le même principe qui sera mis, le logiciel va vous demander de positionner la sonde sur l'écran. Une fois que c'est fait, vous lancez la procédure. Dans ces logiciels-là, la première chose qui est faite, c'est une mesure de luminosité. Donc forcément, par rapport au niveau de luminosité auquel vous voulez arriver, vous allez devoir régler la luminosité de votre écran. C'est une étape qu'il ne faut pas faire quand c'est calibré en hardware, parce que vous pilotez directement le matériel de l'écran. Ici, la sonde que sur le MacBook par exemple, peu importe l'ordinateur, va seulement pouvoir mesurer la luminosité et il va vous donner à ce moment-là une information qui vous dit votre écran est trop clair ou trop sombre. Vous allez devoir ajuster la luminosité de l'écran pour arriver au bon endroit et à ce moment-là refaire le test. Une fois que ça c'est bon, vous passez à la deuxième série de tests qui sont donc la calibration colorimétrique. De nouveau, votre sonde va recevoir une série de patterns de couleurs qui lui sont affichés, va prendre ses mesures, va mesurer la différence par rapport à ce qu'elle est censée voir, va calculer un profil colorimétrique, et ce profil colorimétrique, à ce moment-là, il va être installé au niveau de votre système d'exploitation. Il va être passé au driver, au pilote de la carte graphique de votre ordinateur, il va donc demander à la carte graphique de corriger l'affichage.
Et donc le processus est assez similaire, mais par contre la manière dont la calibration fonctionne est légèrement différente, puisque là c'est la carte graphique qui en est responsable. Une fois que votre calibration est faite, à ce moment-là, vous avez généralement un rapport qui vous est donné, vous allez pouvoir prévisualiser, etc. Il vous indique le nom du profil, vous pouvez le changer, vous pouvez le renommer, l'enregistrer, etc. Tout ça est installé au niveau du système d'exploitation et vous êtes prêt à fonctionner. Alors pour terminer cette histoire de calibration, je voudrais quand même parler de la différence entre la calibration hardware et la calibration logicielle. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Par exemple, au niveau de la calibration hardware, l'avantage c'est que c'est votre moniteur qui est calibré. C'est lui qui gère à ce moment les corrections colorimétriques. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est calibré, vous pouvez brancher n'importe quel appareil dessus, votre image sera toujours correcte. Par contre, si vous faites ça avec une calibration logicielle, c'est votre carte graphique qui gère la correction colorimétrique. Et donc, si vous installez un autre PC sur le même écran, vous n'aurez pas la même correction à faire et vous devrez à ce moment-là refaire la calibration. Par contre, autre avantage, plutôt côté sonde et avec logiciel de calibration de ce côté-là, quand vous le faites avec le logiciel fourni par votre sonde, généralement vous avez des options complémentaires. Par exemple, la Spider 5 et la i1 aussi, toutes les deux peuvent en permanence mesurer la luminosité ambiante de votre pièce et donc adapter l'affichage de votre écran à la luminosité. Alors à mon sens, ce qui est le plus pratique, c'est quand même la calibration hardware, parce que du coup, une fois que c'est fait, vous êtes tranquille, vous pouvez débrancher votre sonde. Moi, je suis dans un environnement où la luminosité ne change pas, donc ça me convient très bien. Juste une chose, de temps en temps, il faut refaire une calibration, simplement parce que votre équipement, entre guillemets, vieillit, et vous allez avoir avec le temps des petites altérations qui sont peut-être imperceptibles, mais qui, sur une échelle de temps un peu plus importante, pourraient commencer à poser problème. Donc généralement, on conseille quand on fait de la photo de manière régulière, de calibrer son écran une fois par mois, une fois tous les 2 mois, quelque chose. Et pour un professionnel qui vraiment fait du travail où la colorimétrie est hyper importante, c'est parfois à chaque étape du process et à chaque fois qu'il y a un nouveau projet qui est démarré que l'écran est calibré. Voilà donc pour cette vidéo de présentation du BenQ SW271 ainsi que d'expliquer le fonctionnement de la calibration d'un écran. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère également que le fait que je présente un produit ne nous ait pas trop dérangé. De nouveau, je rappelle que c'est un partenariat que j'ai avec BenQ, cet écran je l'ai reçu, donc en quelque sorte je suis payé pour, pas financièrement directement, mais bon, vu le montant que vaut cet écran, c'est quand même pas négligeable. Vous le trouvez en vente aux alentours des 1000 €. C'est un écran que je n'aurais pas forcément acheté par moi-même, mais comme je vous l'ai dit, mon ancien écran, qui est toujours là d'ailleurs, c'est son petit frère qui lui coûte dans les 600-700 €, et quand même un écran qui d'un point de vue qualitatif s'en rapproche très fort. À la grosse différence, c'est qu'il n'est pas 4K. Mais donc si vous êtes un photographe professionnel, un photographe passionné avec un petit peu de moyens financiers, à ce moment-là, ce type d'écran peut très bien vous intéresser. En tout cas, moi je vous le conseille vivement si ça correspond à votre pratique et si vous en avez besoin. Je sais bien qu'il existe d'autres écrans, d'autres marques qui sont moins chers ou plus chers, etc. Ici, il n'est pas le but de faire un comparatif. Je vous donne mon avis sur cet écran. J'en suis hyper satisfait. Il y a un rendu des couleurs qui est génial. Il y a des bons contrastes. Il y a un niveau de détail qui est vraiment impressionnant, comme par exemple sur les photos qui viennent de passer, toutes ces petites étincelles de couleurs, elles explosent vraiment à la figure tellement elles sont détaillées. Même si je suis passé d'un écran très qualitatif à un écran encore meilleur, je n'ai pas vu peut-être la même différence que quelqu'un qui passerait d'un écran bas de gamme à haut de gamme, mais ça n'empêche que malgré la qualité de l'écran que j'avais avec, j'ai quand même encore vu une grosse amélioration, surtout parce que je suis passé sur un écran 4K. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires ou me faire vos remarques, j'y réponds toujours avec grand plaisir. Et sinon, n'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook de Déclic Numérique, il y a également le groupe Facebook Déclic Numérique, il y a le compte Instagram, il y a également le compte Twitter de Déclic Numérique. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description et dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.